Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir un tout petit peu plus en détail la structure des matériaux après avoir vu des notions de cristal, des notions de matière amorphe la dernière fois. Donc nous allons utiliser ces notions aujourd'hui de réseau cristallin, de motifs, pour aborder la structure d'une part des alliages métalliques, ensuite des céramiques, et nous terminerons avec les polymères. Mais tout d'abord, commençons par les matériaux métalliques et pour ce faire, voyons quelques pièces typiques faites avec des métaux. Nous verrons dans ce cours consacré à la structure des matériaux, le deuxième, que la plupart des éléments qui figurent dans le tableau périodique de Mendeleïev sont à l'état natif. Lorsqu'ils sont à l'état natif, en fait, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas associés à d'autres éléments tels que l'oxygène pour faire des oxydes, le chlore pour faire des chlorures, des ions silicates ou des ions phosphates pour faire différents composés de nature, eh bien, ces éléments sont plutôt des métaux, c'est-à-dire qu'ils conduisent l'électricité. Oui, on trouve certains métaux directement à l'état natif dans la nature, c'est le cas des métaux nobles, donc or, argent, platine. C'est aussi le cas parfois du cuivre, comme on avait vu la dernière fois avec cette petite pépite de cuivre. Et de temps en temps, on trouve aussi le fer à l'état natif dans les météorites ferreuses. Mais en général, on va plutôt les trouver dans des minerais. Et donc, la première étape, après extraction de ces minerais, c'est de séparer, d'isoler les métaux. Alors, par exemple, pour l'aluminium, on le fait par électrolyse. On met un champ électrique pour séparer l'aluminium de son oxygène. C'est un procédé très coûteux en énergie puisqu'il consomme par kilo d'aluminium environ 30 fois plus d'énergie que de refondre de l'aluminium qui a déjà été séparé. D'où l'intérêt, bien sûr, de recycler les métaux pour ne pas les laisser revenir à leur état naturel d'oxyde et surtout pour ne pas les disperser dans la nature. Et après, en général, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va pas garder les métaux sous forme pure, mais on va y ajouter des éléments d'alliage pour améliorer les propriétés, notamment les propriétés mécaniques. Alors ces éléments d'alliage, ça peut être tout plein de choses. Pour l'aluminium, le plus souvent, ça va être du silicium, du magnésium ou du cuivre. Pour le titane, ça va être aluminium, vanadium. Et pour le fer, ça va plutôt être chrome, nickel, manganèse. Après, pour les super alliages à base nickel, là, on va rajouter plus d'une dizaine d'éléments d'alliage même en général. Absolument. Et c'est toujours dans le but, bien sûr, de renforcer les propriétés mécaniques. Alors, comme premier exemple d'une pièce, voici une pièce en alliage qu'on appelle moulée, c'est-à-dire que le liquide est versé dans un moule. Ici, c'est de la coulée, ce qu'on appelle basse pression. Alors, c'est un alliage essentiellement d'aluminium pour l'essentiel, avec un peu de silicium et de magnésium. Ce qui va faire, comme Léa l'a dit, va faire des petits grains. C'est un échantillon polycristallin. Il y a plein de grains qui sont aléatoirement orientés dans leur réseau cristallin. Donc, des petits grains d'aluminium qui sont en fait constitués des dendrites, comme on l'a vu dans le film du cours précédent, avec des petits précipités de silicium et puis de Mg2Si en l'occurrence. C'est donc une sorte de, enfin on peut le dire, c'est un composite avec une matrice d'aluminium qui est pas très résistante mais très ductile et à l'intérieur on retrouve des petits précipités de quelques microns qui eux sont beaucoup plus résistants mais par contre ont tendance à être fragiles. Voilà, donc un deuxième exemple, c'est les aubes de turbine, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, en alliage base nickel avec plein d'autres éléments. Cette aube-là est une aube monocristalline, c'est-à-dire qu'elle est constituée essentiellement de nickel avec une bonne dizaine d'autres éléments d'alliage. Mais la structure du nickel, qui est cubique à face centrée, eh bien, il y a un seul grain, c'est-à-dire qu'il y a une seule orientation de ce réseau avec un des axes 1, 0, 0 qui est à peu près parallèle à l'axe de cette aube. C'est une telle aube qui coûte assez cher, est utilisée principalement dans l'étage le plus chaud des moteurs d'avion, voire des turbines à gaz. Là, on a encore un exemple aussi où on voit les grains, justement, qui dans ce cas-là sont plus petits par contre. Donc c'est un barreau, c'est un alliage de cuivre qui a été produit par coulée continue horizontale et les grains ont été révélés grâce à une attaque chimique, donc cette structure qu'on voit à l'intérieur du barreau. Donc ça, c'était typiquement polycristallin. Et puis, on a un dernier exemple encore. Alors, le dernier exemple, c'est une prothèse de hanche qui, elle, est faite en deux parties avec deux matériaux différents. Donc là, on a la tête qui vient s'insérer dans une contre-pièce qui va être logée dans le bassin
et où on veut minimiser les frottements, qui est faite à partir d'un acier qui contient du cobalt. Et la tige, qui elle vient directement insérer dans le ferrure, elle est faite avec un alliage à base de titane, car c'est un matériau connu pour être biocompatible. Donc voilà quelques petits exemples, et puis maintenant retournons au cours pour voir vraiment la structure, un peu plus de manière théorique, la structure des métaux. Les métaux, par définition, sont des matériaux qui conduisent l'électricité. Pour ce faire, ils ont en général des liaisons métalliques, c'est-à-dire que chaque atome va mettre en commun sur un réseau cristallin, on peut bien sûr trouver des verres métalliques amorphes, mais si la plupart sont cristallins, chaque atome va mettre à disposition de l'ensemble de la collectivité des atomes des électrons qui vont être assez délocalisés sur le réseau et donc qui vont pouvoir bouger d'un endroit à un autre et donc conduire l'électricité. Donc vous avez typiquement ici un réseau carré très simple constitué de ions positifs qui auraient donné chacun un électron et donc ces électrons qui sont entre deux vont pouvoir faire circuler l'électricité. Parmi les métaux, eh bien, on en distingue plusieurs structures, dont 3 principales que nous allons voir maintenant. La première catégorie, c'est les matériaux donc, métalliques, mais ici on a marqué la structure des éléments, et vous avez le tableau périodique des éléments, sur lesquels nous avons identifié en rose ceux qui cristallisent dans la phase cubique centrée, c'est-à-dire, on l'avait vu la dernière fois, c'est-à-dire un réseau cubique, avec chaque fois un atome au centre. Vous avez donc principalement la plupart des alcalins qui sont ici ont une structure cubique centrée. Vous avez quelques métaux de transition ici qui ont aussi une structure cubique centrée. L'europium, au milieu des terres rares, qui est ici, qui a aussi une structure cubique centrée. On va les revoir tout à l'heure, plus en détail d'un point de vue graphique. Les éléments à structure cubique à face centrée, c'est-à-dire qui cristallisent selon un réseau cubique, mais avec en plus un atome sur chacune des faces du cube, eh bien, vous avez en bleu clair ceux qui ont la structure cubique à face centrée, et puis en bleu plus foncé ceux qui sont cubiques à face centrée, mais avec en plus un motif, comme on l'avait vu pour le carbone, qui est donc la structure du diamant. Alors le graphite ici, qui pourrait aussi cristalliser sous la phase diamant, ce n'est pas la phase la plus stable, donc elle n'a pas été identifiée comme structure diamant. Là, je répète encore une fois que nous avons les phases les plus stables. La dernière catégorie, disais-je, est la structure hexagonale, et on voit que c'est un nombre de matériaux très importants qui ont cette structure, y compris l'hydrogène, qui, s'il cristallise à très basse température, est hexagonal, l'hélium aussi, de ce côté-là, et puis on trouve un certain nombre d'éléments au centre du tableau périodique. Donc, 3 structures principales, c'est-à-dire donc cubique centré, cubique à face centrée, hexagonale, que nous allons voir maintenant sous forme de réseau. Tout d'abord, la structure cubique centrée, eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est par exemple le fer à température ambiante, ce qu'on appelle la ferrite. Eh bien, c'est un atome sur chacun des sommets du cube, plus un atome ici au centre. La coordination, qu'appelle-t-on coordination? Eh bien, c'est, on prend un atome de la structure et on regarde les plus proches voisins. En l'occurrence ici, les plus proches voisins sont situés sur la diagonale principale du cube et on en dénombre 8. Donc il y a 8 plus proches voisins situés à une distance égale, qui est égale à la moitié de la diagonale du cube. Ce que l'on appelle les plans denses, c'est-à-dire les plans où il y a le plus d'atomes, eh bien, on peut les voir ici comme étant les plans de type 1, 1, 0, c'est-à-dire c'est des plans qui, si on les dessinait dans leur plan, sont bien sûr légèrement allongés, puisqu'ici on aurait A, la maille du réseau, et ici que nous aurions A, racine de 2, la diagonale des faces. Eh bien, il y aurait un atome ici sur chacun des sommets du rectangle, plus un atome ici au centre, qui est bien sûr celui que nous avions. Les directions denses, eh bien, les directions denses sont celles qui relient les atomes entre eux dans la direction la plus dense, et ce sont, encore une fois, les diagonales ici du cube, du grand cube,
qu'on appelle les directions, bien sûr, 1, 1, 1. Je vous rappelle ce qu'étaient les indices de Miller vus la dernière fois. Le facteur de compacité, finalement, on peut le calculer, eh bien, c'est de se dire, oui, combien d'espace les atomes occuperaient si on avait affaire à des sphères dures qui se touchaient. C'est-à-dire que si je faisais grossir mes atomes de telle manière à ce qu'ils viennent se toucher, ils ne se touchent pas tout à fait ici, les uns les autres, donc ils vont se toucher sur la grande diagonale en premier, et à ce moment-là, on calcule le volume des sphères, le volume occupé par les sphères, divisé par le volume de la maille, et on peut le faire assez facilement en exercice, on trouve que c'est de l'ordre de 68%. Donc voilà pour la structure cubique centrée. Passons maintenant à la structure cubique à face centrée. La structure cubique à face centrée, eh bien, comme son nom l'indique, elle a un atome sur chacun des sommets du cube, plus un atome de même nature sur les faces. Alors ici, on a colorié les atomes, quand bien même c'est le même élément, par exemple du nickel, ou bien de l'aluminium, qui cristallise dans cette structure. On les a coloriés de différentes manières. Pourquoi? Parce qu'on va le voir tout à l'heure, la coordination c'est 12, donc le nombre de plus proches voisins c'est très dense. Il y a 12 voisins qui sont autour de chaque atome. On ne le voit pas tellement sur cette vue, on va le voir tout à l'heure. Par contre, les plans denses qu'on voit bien ici, ce sont des plans 1, 1, 1. C'est ces plans qui sont verts ici, qui passent comme ceci sur par les diagonales des faces. Hein, ils sont vus sous un angle très rasant. On va le voir encore tout à l'heure. Donc c'est les plans 1, 1, 1. Les directions denses sont les directions des diagonales des faces, des directions 1, 1, 0. Et c'est une structure beaucoup plus compacte puisqu'elle a environ 74% d'occupation de l'espace si les sphères étaient dures. Sous cet angle-là, on voit bien qu'on a mis un atome rouge, des atomes verts, des atomes bleus, puis de nouveau un rouge, et on va voir pourquoi dans la prochaine diapositive. Si je colorie maintenant des plans 1, 1, 1, mais cette fois les plans qui... j'aurais tourné au fond le cube de 90 degrés, 90 pour les Français, eh bien j'ai l'atome A rouge, il est là-bas au fond, l'atome A qui était tout à l'heure à côté, il est devant, et puis cette fois on voit apparaître vraiment bien les plans 1, 1, 1, ce plan fait par les atomes verts qui sont là-bas derrière, voilà. C'est un plan 1, 1, 1, et puis la rangée bleue, eh bien, elle est dessinée ici, je pourrais la prolonger jusque-là. Voilà ces plans 1, 1. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous regardez l'arrangement des atomes A, en rouge, ils vont être denses. C'est-à-dire que dans un plan 1, 1, 1, si les sphères se touchaient, elles se toucheraient dans ce plan, et elles se touchent selon des directions denses qui sont des directions 1, 1, 0. Ensuite, vous mettez, donc si vous prenez des petites billes par exemple, on pourra faire l'expérience tout à l'heure en salle d'expérience, vous prenez 7 petites billes, vous pouvez en mettre une au centre, on la voit à peine, elle est là, au centre, vous pouvez en mettre exactement 6 autour, ça c'est la construction, puisqu'on sait que dans un triangle équilatéral on a des angles de 60 degrés, vous en mettez 6, ça fait la rotation de 360 degrés pour boucler. Au-dessus, la couche verte, la couche suivante qu'on va appeler B, eh bien, je peux mettre un atome dans un des trous, si vous les laissez par ces 3 billes qui sont ici. Je vais mettre un atome B, mais bien sûr, dans le trou suivant, je ne peux pas le mettre parce que c'est trop gros, donc je peux mettre le vert suivant ici et le vert suivant ici. Et ça fait la deuxième couche. Puis maintenant, la troisième couche, les bleus, eh bien, si vous faites attention, elle est représentée ici avec les angles, ça forme aussi bien sûr un hexagone. Et en fait, les bleus, je peux les mettre de nouveau au-dessus des verts. Si on prolongeait le réseau, il y aurait bien sûr un vert qui serait là, etc. Un vert qui serait là, toujours sur des arrangements hexagonaux. Et les bleus iraient dans les trous, mais vous constaterez que le bleu, dans la troisième couche, n'est pas superposé à aucun rouge qui est en dessous. Et donc, on a une structure qu'on appelle A, B, C. L'atome suivant, la couche suivante, serait de nouveau un A qui serait centré là-dessus et qui serait superposé au A qui est tout dessous. Donc on a ce qu'on appelle une structure ABC, ABC, d'empilement dense, avec chaque fois, pour chaque atome, il y a 6 atomes les plus proches voisins dans le plan 1, 1, 1,
3 au-dessus et puis 3 au-dessous qui sont tournés de 60 degrés. Et ça, c'est la structure cubique à face centrée typique d'un certain nombre de métaux tels qu'on l'a mentionné tout à l'heure, le nickel ou l'aluminium. La dernière structure que l'on va aborder pour les métaux, c'est la structure hexagonale compacte, c'est-à-dire que ici, on a une structure hexagonale, donc vous avez une direction A et une direction B du réseau cristallin qui forment 120 degrés. Alors souvent, les cristallographes rajoutent un autre vecteur, un troisième vecteur qui n'est bien sûr pas linéairement indépendant, qu'on va appeler D, qui serait le pendant. Il n'y a pas plus de raison de choisir ce A et ce B que l'autre vecteur de l'autre côté. Toujours est-il que si j'ai A et j'ai B à 120 degrés, le vecteur C, lui, est perpendiculaire. On ne l'a pas tellement vu dans le cours des cristaux. La structure hexagonale, le vecteur C est perpendiculaire à A et B. A est égal à B, mais C va avoir une certaine longueur pour que ça soit un empilement hexagonal compact. Ce n'est pas le cas de tous les métaux hexagonaux. Par exemple, le zinc n'est pas exactement compact. Il a une direction C qui est un petit peu plus allongée et donc les atomes sont un petit peu plus espacés. Ici, on a beaucoup ajouré, bien évidemment, pour qu'on puisse voir les atomes. Alors en fait, dans cette structure, la coordination est la même, c'est 12, que dans la structure cubique à face centrée. Mais dans la difficulté de la cubique à face centrée, c'était de voir que c'était des plans 1-1-1 et non pas ici des plans qui sont assez évidents à voir. C'est qu'ici, on voit qu'il y a un atome ici entouré de 6 atomes selon la structure hexagonale. Et puis, il y en a 3 au-dessus, les rouges qui sont là. Puis, bien sûr, par invariance de translation, il y en aurait bien sûr 3 au-dessous. Donc, une coordination identique à la structure cubique à face centrée. Mais cette fois, les plans denses sont très simples, c'est les plans ce qu'on appelle basales, c'est-à-dire perpendiculaires à C. Alors souvent, vous verrez en notation, on ne l'a pas vu lors de la dernière fois, les indices de Miller-Bravais, où les gens rajoutent ou bien un point ou bien un indice pour dire que c'est la composante selon A, selon B et selon D, le troisième vecteur. Je n'ai pas insisté là-dessus. Les directions denses dans un système simple, ce sont celles-ci, qui sont les plus proches voisins, mais dans la notation de Miller-Bravais, ce n'est pas tout à fait 1, 0, 0. Ce n'est pas très important de le mentionner ici dans ce cours. La compacité, évidemment, elle est la même que pour le réseau cubique à face centrée, puisqu'on va empiler des sphères avec chaque fois 12 voisins. Mais la grande différence par rapport au cubique à face centrée, c'est que si je prends les 6 atomes bleus du plan ici, inférieur, je les reporte ici, eh bien je peux mettre de nouveau 3 atomes au-dessus rouges dans les trous, cette fois on les voit bien, il y en a un ici et un ici. Et puis la couche suivante, au lieu de les mettre ici, là et là, qui était la couche C dans le cas précédent, eh bien dans la structure hexagonale compacte, la couche suivante sera de nouveau, je vais mettre l'atome ici au centre, et donc on aura une structure A, B, etc. Alors que dans la structure cubique à face centrée, on avait ABC, ABC, ABC. Donc on voit les deux structures, hexagonale compacte, cubique à face centrée, ne sont pas très différentes l'une de l'autre. Et d'ailleurs, il y a certains défauts, comme des dislocations qui peuvent rendre, des dislocations partielles qui peuvent rendre très localement, on verra ça plus tard dans le cours, qui peuvent rendre très localement. Il suffit de déplacer un peu une rangée d'atomes pour que tout d'un coup, ça devienne une couche C et non pas une couche A. Et donc, localement, à ce qu'on passe d'un réseau hexagonal compact à un réseau cubique à face centrée. Allons donc voir maintenant, en salle d'expérience, avec des boules de Sagex colorées et une caméra qui permettra de voir un petit peu mieux en 3 dimensions, ces empilements et la différence qu'il y a entre cubique à face centrée et hexagonal compact. Alors, si la structure cubique centrée elle est assez facile à visualiser, c'est un peu plus difficile des fois de voir entre structure cubique à face centrée et la structure hexagonale compacte. Donc, pour aider à les visualiser, on va s'aider de ces boules en Sagex pour représenter les atomes. Donc, c'est là que les polymères vont nous venir à la rescousse. Effectivement. La structure cubique centrée, je vous le rappelle, c'est donc un cube avec un atome au centre. Donc la coordination, c'est 8, c'est-à-dire que chaque atome est entouré de 8 voisins. C'est une structure qui n'est pas très dense. Alors que les deux autres structures,
hexagonal compact et puis cubique à face centrée, chaque atome est entouré de 12 voisins. Mais on va le voir avec les boules, c'est pas aussi simple de le voir. Donc c'est la compacité maximum qu'on peut voir, c'est-à-dire que le volume occupé, si on assimile les atomes à des sphères dures qui se touchent, eh bien on ne peut pas faire plus compact que ces deux systèmes. Alors pour les visualiser, Léa, tu vas nous faire une petite démonstration. Oui, enfin, démonstration. Ouais, enfin, une visualisation. Donc on a ici ce qu'on a... donc, un plan atomique qui est un plan dense. Donc le moyen le plus dense de les répartir, c'est de faire un hexagone, d'entourer cet atome avec 6 atomes autour. Voilà déjà les 6 premiers voisins. Ouais. Donc là, on a déjà une couche atomique. Maintenant, je vais mettre les atomes pour faire la couche supérieure. Je vais en fait les placer de manière à occuper un espace sur 2 de ces espaces vides, des trous qui sont en fait formés par l'empilement du dessous. Voilà. Donc voilà le deuxième plan. Puis maintenant, mon troisième plan, en rouge, là, si je le pose exactement dans les mêmes positions que celui du dessus, donc celui en vert, et bien là, on a créé la structure hexagonale compacte. Avec l'axe C qui est comme ça, on voit que cet atome est exactement superposé à celui-ci. Maintenant, mais si tu tournes maintenant de 60 degrés, tu prends les autres trous, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ici j'avais 2 choix, donc j'avais décidé de les mettre pareil, mais je peux aussi les décaler dans les autres trous. Et dans ce cas-là, alors c'est un peu moins facile à voir, mais en fait, on vient de former une structure cubique à face centrée. Où en fait, nos plans colorés sont les plans denses, donc c'est les plans 1-1-1, c'est-à-dire les plans qu'on va retrouver dans la diagonale du cube. Et nos directions denses, donc là où ils se touchent, les atomes, ça va être des directions... Ici, d'accord. Ici, ouais, ça va être toutes les directions, en fait. Ça va être de type 1-1-0, donc correspondant aux arêtes des faces, cette fois, du cube. Parfait. Allons maintenant au cours pour voir la suite. La plupart des alliages métalliques sont polycristallins. C'est rare qu'ils soient monocristallins, à part peut-être des monocristaux de silicium. On fait aussi des aubes de turbine monocristallines base nickel. Mais de toute manière, la plupart des matériaux sont polycristallins. Ils possèdent plusieurs grains, de nombreux grains, la taille de grain pouvant être aussi petite que peut-être 10 microns dans par exemple des aciers. Et ça veut dire que chaque grain a une orientation différente. Mais en plus d'être polycristallin, il peut y avoir plusieurs phases en présence, c'est-à-dire plusieurs structures cristallines avec réseaux cristallins et motifs différents. On a ici une jante de voiture en alliage léger, typiquement c'est aluminium, silicium avec un peu de magnésium. Et ces alliages légers, si on va regarder, c'est-à-dire bien sûr qu'ils sont polis pour que ça fasse très joli et puis qu'on puisse vendre ces jantes à l'acheteur. Mais si on regarde que l'on fait une coupe métallographique avec une attaque correspondante, chimique, on va voir apparaître en fait une microstructure qui est par définition le domaine de rêve pour les matériaux où il peut jouer. Et dans cette structure, eh bien, si on l'agrandit encore une fois, microscope optique, il n'y a pas les échelles, ce qui est une grave erreur, mais ici vous avez environ, je vais dire, allez, ordre de grandeur, 50 micromètres. Donc vous avez ici ce qu'on appelle des dendrites, on les voit bien dans cette structure, ce sont des entités qui ont souvent un tronc et des branches, qui sont un petit peu perpendiculaires comme ceci. On les voit à de nombreux endroits, et puis entre ces bras de dendrites, il y a souvent des petits précipités, et c'est la conjonction d'avoir d'une part une structure telle qu'ici dans la partie blanche de l'aluminium, qui est plutôt un matériau mou, c'est-à-dire qu'il n'a pas qui a un module élastique relativement faible, mais qui par contre est très ductile, et puis ces petites parties noires qui sont du silicium, qui elles sont plutôt des matériaux avec un fort module élastique, beaucoup plus élevé, mais qui sont en revanche fragiles. Et donc, si on prend cette structure dans l'aluminium, eh bien vous aurez une structure, on l'a vu, cubique à face centrée, mais il se trouve qu'on a dans le cas présent une solution solide, c'est-à-dire que l'aluminium peut incorporer à peu près 1 à 2% de silicium dans sa structure, le silicium
qui va prendre, par exemple, cette place-là dans la structure de l'aluminium. C'est donc, par analogie avec ce qu'on appelle une solution liquide, c'est-à-dire que vous prenez de l'eau et vous rajoutez du sucre qui se dissout, eh bien là, le silicium est réparti aléatoirement sur le réseau cubique à face centrée de l'aluminium. On parle de solution solide. Le silicium, lui, il a une structure assez similaire, c'est la structure cubique aussi à face centrée, mais avec un motif, comme on l'a vu, qui est constitué de 2 atomes, un sur chaque nœud du réseau cubique à face centrée, et un autre qui est décalé de 1/4, 1/4, 1/4 sur les principales diagonales, c'est donc la structure du diamant. Donc vous avez ici typiquement une structure, on va dire un composite naturel, qui est composé d'une phase aluminium, réseau cubique face centrée, et d'une phase plutôt résistante mécaniquement, mais fragile en même temps, qui est le silicium, qui va évidemment permettre d'augmenter la limite élastique de l'ensemble composite. Alors pour bien voir ces différences entre solution solide et puis une autre structure, eh bien ici j'ai pris un alliage cuivre-or avec 25% atomique d'or. Et donc, le cuivre et l'or sont des structures cubiques à face centrée. Et là, vous avez typiquement une solution solide de cuivre et d'or serait telle que vous avez un atome sur 4, c'est de l'or, et puis 3 atomes sur 4, c'est du cuivre. Alors, on a réparti ici le cuivre sur 1, 2, 3, 4 cuivres sur les sommets, mais qui partagent avec 8 voisins, puisqu'il y a des cubes bien sûr qui sont autour, donc ça fait une demi. Et puis il y en a 1, 2, 3, 4, 5 sur les faces qui partagent avec les voisins, donc ça fait bien une demi plus 2,5, ça fait bien donc 3 cuivres en propre. Et puis bien sûr, on peut faire le même calcul avec l'or, puisqu'il y en a 1, 2, 3, 4 sur les sommets, ça fait une demi, plus ici 1 sur une face qui fait aussi une demi, donc il y a bien un or, ce qui fait effectivement cuivre 25% atomique d'or. Et donc là, évidemment, chacun de ces atomes, cuivre et or, ça c'est une représentation particulière, mais évidemment, vous pouvez permuter les cuivres et l'or. Mais lorsque vous descendez la température d'un tel système, il peut se former une transformation qu'on appelle transformation d'ordre, où tout d'un coup, tous les cuivres vont se mettre sur un sous-réseau et tous les ors vont se mettre sur un sous-réseau de la structure initiale cubique à face centrée. Donc ici, vous remarquerez que tous les ors occupent les sommets, et donc vous en avez 8 qui partagent avec 8 cubes voisins, donc ça nous fait un or, et puis il y a 6 cuivres qui partagent avec 2 cubes, puisqu'ils sont sur les faces, qui nous fait toujours 3 cuivres. Mais la différence, c'est que les cuivres se retrouvent cette fois à des endroits particuliers, parce qu'en fait, chaque cuivre aime bien être entouré d'or et réciproquement. Alors une structure est appelée ordonnée, et notez cette fois que ici, on a toujours une structure cubique à face centrée d'une solution solide, alors qu'ici, on a une structure cubique simple, voilà, avec comme motif eh bien, un atome d'or et puis 3 atomes de cuivre qui sont comme ceci et qui vont se répéter. On a passé d'une structure cubique à face centrée à une structure cubique simple, mais avec un motif composé de 4 atomes. C'est des notions qui sont importantes parce que les transformations d'ordre, par exemple, les gens qui font des métaux précieux n'aiment pas trop cette transformation d'ordre, ça fait des phases qui sont un petit peu plus fragiles. À noter que des phases qu'on appelle intermétalliques ne sont pas nécessairement sur le même réseau, mais peuvent comprendre, par exemple, un atome d'aluminium et 3 atomes de fer qui adopteront une toute autre structure que est l'aluminium et le fer. Après avoir vu différents exemples, je dirais, très élémentaires de comment les métaux s'organisent, maintenant nous passons aux céramiques, qui bien sûr ont une variété beaucoup plus grande, puisqu'on peut regrouper tous les tableaux périodiques des éléments avec beaucoup d'éléments tels que l'oxygène, le soufre, les phosphates, etc., les silicates, bien sûr, qui jouent un rôle très très important. La plupart des éléments du tableau périodique dans la nature se trouvent en général sous forme combinée, sous forme de carbonate, de sulfate, de nitrate, d'oxyde. Et donc évidemment c'est de loin, je
c'est la classe de matériaux la plus abondante puisque toutes les pierres, les roches, les sédiments sont essentiellement des céramiques. Sans compter aussi, comme on avait vu la dernière fois, l'exemple de l'obsidienne, donc des céramiques amorphes que l'on trouve aussi dans la nature. Mais là, comme premier exemple, on va prendre en fait les matériaux qui constituent le matériau de type céramique qui est le plus utilisé dans nos sociétés, à savoir le ciment. Effectivement, le ciment, eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour faire du ciment? On va extraire différents types de roches. On va prendre du calcaire, qui est donc, dont la formule c'est CaCO3, du carbonate de calcium. On va prendre du gypse, qui est essentiellement un sulfate de calcium, qui est un peu hydraté, qui contient un peu d'eau. Et puis on va prendre des roches de type argileuse, qui contiennent essentiellement des oxydes de silicium, de la silice, et de l'alumine aussi sous une forme hydratée, composée complexe. Et puis on va bien sûr prendre ces trois matériaux, les mélanger, puis les processer en fait. Et pour ça, on va donc les chauffer à très haute température, et ces matériaux vont alors réagir en perdant principalement de l'eau, donc vu que c'est de forme hydratée. Et puis pour le calcaire, ça va dégager du CO2, et donc on va se retrouver en présence d'oxyde de calcium, CaO, qu'on appelle aussi de la chaux. Et donc, après haute température, ces matériaux se retrouvent sous forme d'une poudre, qui est du ciment, qui est donc un mélange qui, pour faire du béton, on va le mélanger avec du gravier, des pierres, dans une proportion d'à peu près 10%. Et c'est ce ciment qui, une fois hydraté, et une fois qu'il a pris, comme on dit, il va faire des réactions chimiques complexes pour finalement cimenter et faire une structure assez résistante, en tout cas en compression, peut-être pas tout à fait en traction. Un autre exemple de matériau de type céramique que l'on rencontre très souvent, c'est simplement le sel de cuisine. Et oui. NaCl, qui a une structure cristalline qui est rencontrée aussi fréquemment dans d'autres matériaux, donc, qui va être présenté tout à l'heure dans le cours. Et donc ça, c'est pour ce qui est des petits cristaux, mais on trouve aussi des cristaux plus gros. Effectivement. Par exemple, donc pour le quartz qu'on peut trouver dans la nature, alors généralement il va contenir des impuretés qui vont faire qu'il aura plutôt une couleur et qui ne va pas être transparent. Donc là, on a par exemple l'améthyste et de la citrine, qui tous deux contiennent du fer comme impureté, qui leur donne une coloration. Et ces cristaux, on peut aussi les fabriquer par des procédés qu'on dit hydrothermales, pour vraiment faire croître des gros cristaux de quartz, des monocristaux. Donc la minéralogie, c'est la science qui va s'occuper de tout ce qui est ces polycristaux plutôt qu'on va rencontrer à l'état naturel. Et la gémologie, elle, va s'occuper plutôt des cristaux monocristallins. Ou parfois quelques cristaux comme de la pyrite qui sont généralement plus petits. Tout à fait. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Léa, dans la nature, on trouve aussi des matériaux qui sont amorphes, c'est-à-dire qui n'ont pas une structure cristalline. L'obsidienne est un cas. Mais ici, typiquement, le verre est aussi un matériau largement produit par l'humanité. C'est essentiellement des silicates. Donc, c'est un peu la même chose qu'un quartz, de la silice, SiO2. Mais là, c'est un monocristal, alors que là, en fait, il n'y a pas de structure et d'arrangement des atomes, il n'y a pas de grains, il n'y a pas de joints de grains, il n'y a pas de phénomène. Et donc, c'est optiquement intéressant, d'où l'utilité, bien sûr, des verres pour tout ce qui est fenêtres, optique, etc. Donc maintenant, on va retourner au cours pour voir la structure des céramiques, mais aussi un peu des verres. Donc, vous avez vu en salle d'expérience un certain nombre de céramiques. Maintenant, essayons de les aborder. Ici, vous avez une liaison ionique. Qu'est-ce qu'une liaison ionique? Eh bien, c'est deux atomes que vous mettez de nature différente en présence l'un de l'autre. L'un ayant tendance à céder un électron, ici c'est le sodium qui a tendance à céder un électron puisqu'il est dans la première colonne du tableau périodique des éléments, et puis le chlore qui est dans l'avant-dernière colonne, puisque c'est les gaz rares qui sont la dernière colonne, qui a tendance plutôt à prendre un électron. Et dans un tel cas, eh bien, on a vraiment une liaison assurée par finalement le fait que l'un est chargé plutôt positivement et l'autre négativement. Dans cette liaison ionique, eh bien, vous avez, évidemment, elle est assez forte,
et puis les électrons ne sont pas libres, ce qui fait que la plupart de ces matériaux sont plutôt transparents à la lumière, parce qu'on ne va pas pouvoir, lorsque un photon va arriver de la lumière, un photon de lumière va arriver sur ces matériaux, ils ne vont pas pouvoir exciter les électrons qui sont déjà bien localisés sur les atomes, et la lumière va plus ou moins passer à travers, sauf des phénomènes de diffusion sur les joints de grains ou des choses comme ça. Ces cristaux, si c'est des monocristaux, ils seront plutôt transparents, alors que les métaux, vus tout à l'heure, quand les photons arrivent dessus, ils mettent en marche avec la vibration du photon, ils vont s'agiter, ils vont absorber la lumière sur des très très courtes distances. Une partie va être réfléchie, comme sur une casserole, la lumière qui arrive sur la surface, et l'autre partie en transmission, vous ne voyez pas forcément à travers une casserole. Par contre, les matériaux ioniques, souvent, ils vont être transparents à la lumière. Et donc cette liaison ionique assure la plupart des céramiques, la liaison des atomes dans la plupart des céramiques. Voyons maintenant un tout petit peu quelques exemples. Pour des céramiques très simples, où vous avez en général un atome qui a une valence par exemple 1, tel que le CS+, qui cède un électron, le césium, et puis le chlore qui capture peut-être un électron, on peut regarder déjà la charge, parce qu'évidemment il faut que le système lui-même électriquement soit neutre. Donc pour chaque atome par exemple de césium, il faudra un atome de chlore, si on veut que ça soit CS+, qui est attiré par Cl-. Donc vous remarquerez que ici, dans le cristal de CsCl, eh bien vous avez au fond un réseau cubique simple composé d'un motif qui est CsCl, qui est ici, et qui répète ce réseau cubique simple à l'infini. La coordination est donc de 8, c'est-à-dire que chaque atome de Cs+ est entouré de 8 atomes de Cl-, et réciproquement, si on avait centré le réseau cubique sur un atome de césium et non pas de chlore, ben ça serait un atome de chlore qui serait au centre. Évidemment, il y a cette invariance. Alors, un tel cristal peut se former parce que le rayon du cation, Cs+, et de l'anion, Cl-, sont assez proches, 0,92, et donc ils peuvent s'empiler de cette manière. Si vous prenez le sel de cuisine, NaCl, qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, le rayon du cation est beaucoup plus petit que le rayon de l'anion, on a un rapport de 0,56, et donc ici vous avez une structure cubique à face centrée qu'on avait déjà rencontrée dans le cours précédent, avec comme motif, cette fois, NaCl comme ceci, que vous répétez ici, etc., sur le réseau. Donc c'est cubique face centrée avec un motif NaCl. La coordination, on peut le regarder assez facilement. Si je prends par exemple Cl- qui est ici, il est entouré de 1, 2, 3, 4 atomes de sodium, un dessous et puis un dessus. Voilà donc pour le cristal. Quand le cation devient vraiment très petit, comme dans le cas du ZNS, eh bien vous avez un rayon de 0,4, eh bien les atomes de zinc se mettent sur un réseau cubique à face centrée, et sur 4 des 6 tétraédriques que vous avez ici, alors un 6 tétraédrique, on peut le voir comme ceci, c'est le tétraèdre qui est formé par 4 atomes ici de zinc. Alors, à noter qu'ici c'est zinc de plus et soufre de moins, eh bien vous mettez un gros atome de soufre de moins à l'intérieur. Alors on ne peut pas mettre dans chacun des tétraèdres, mais sur 4 sur les 8, on peut en mettre. Et donc ça c'est la structure du ZNS. Mais pour les structures plus compliquées, évidemment c'est règle assez simple, que plus le rayon cationique devient petit et plus la coordination diminue, vous avez vu qu'on a passé de 8 à 6 et puis à 4, ces notions commencent à se perdre un peu dès qu'on va vers des structures beaucoup plus compliquées. Les céramiques ont souvent un rôle fonctionnel. On va les utiliser par exemple pour des propriétés ferroélectriques, pour des propriétés magnétiques, pour des propriétés optiques. Et moi je vous engage à aller voir leur structure cristallographique sur des sites, que cela soit sur Wikipédia ou sur le site qui est mentionné ici. Vous trouverez plein de structures très complexes parfois. Par exemple les supraconducteurs à haute température, ce qu'on appelle les IBAQO pour yttrium, barium, cuivre, oxyde, ce sont des très grands réseaux cristallins avec beaucoup d'atomes,
et la structure n'est évidemment, bien sûr, pas aussi simple que celle des métaux. Bien, ici vous avez quelques exemples de céramique, avec tout d'abord une céramique polycristalline de Al2O3 qui a deux tailles de grains différentes. Cette céramique a été préparée au laboratoire de technologie des poudres à l'EPFL. Et suivant la taille de grain de cet alumine, on voit que leurs propriétés optiques sont assez différentes. Dans le cas où cette céramique a été préparée par fritage, c'est-à-dire on a mis des grains d'alumine, bien sûr pas de la taille de ce que j'ai dessiné, mais peut-être de quelques microns les uns contre les autres, on a pressé cela à chaud, on a laissé se souder ces grains, processus de fritage, procédé de fritage, eh bien la lumière passe bien sûr un peu à travers, mais comme elle est diffusée, les rayons lumineux sont diffusés par ce qu'on appelle les joints de grains, eh bien on a une vision pas du tout nette de ce qui est écrit dessous. On parlera que le matériau, il est translucide et non pas transparent. Par contre, si par la préparation on fait des grains très très petits, plus petits que la longueur d'onde de la lumière, donc inférieurs à environ 400 nanomètres ou 0,4 microns, eh bien la lumière peut relativement passer à travers sans être diffusée par les joints de grains, et là on a une visibilité de ce qui est écrit sous la pastille d'alumine. Donc ici vous avez une céramique composée de deux atomes d'aluminium. Le motif, ça sera deux atomes d'aluminium. L'aluminium est 3+, donc vous aurez 6+, et puis l'oxygène étant 2-, vous en mettez 3, ça fera aussi 6-. Bien sûr, le système est électriquement neutre. Le deuxième exemple ici, c'est un petit diapason en quartz. Vous voyez ici les deux fourches du quartz avec un petit dépôt d'or qui est déposé dessus pour ajuster la fréquence. C'est fait par une société qui est le leader mondial de la fabrication de ces diapasons en quartz que vous trouvez dans presque toutes les montres, les ordinateurs, les tablettes et autres appareils qui vous donnent l'heure. Ce diapason va vibrer à peu près à 32 000 Hz. Et donc c'est du quartz qui a des propriétés piézoélectriques, on aura l'occasion de voir dans les propriétés fonctionnelles des matériaux. C'est essentiellement du SiO2, c'est-à-dire de la silice. Et donc ici vous avez que c'est Si4+, avec O qui est toujours 2-, bien sûr, et le tout est toujours électriquement neutre, mais on arrive à le faire vibrer dans un circuit qu'on appelle RLC, où il va faire partie de tout, il va réguler en fréquence ce circuit. Et puis une classe très importante de matériaux découverte dans les années 1960, qui est le titanate de barium, où vous avez une structure déjà un petit peu plus compliquée, un ion titane qui peut être ou bien au centre, ou bien très légèrement décalé dans une des directions 1, 0, 0, qui change un petit peu la structure de cubique à légèrement tétragonale, et qui fait qu'à ce moment-là, on va créer des petits dipôles électriques. Donc, vous avez Ti4+ au centre, Ba2+ sur les sommets du cube, et O2- sur les faces. Donc, c'est toujours, bien sûr, cubique simple, puisque les atomes qui sont et sur les sommets, et sur les faces, et au centre, sont tous différents. Et le motif, c'est bien sûr un Ba, un Ti, et puis 3 oxygènes pour faire Ba, TiO3. Et là, il y a beaucoup de travaux qui se font actuellement sur ces matériaux dits ferroélectriques, parce qu'ils peuvent conserver un moment dipolaire électrique et avoir donc des propriétés intéressantes, par exemple de stockage de l'information. Les silicates jouent un rôle particulièrement intéressant dans tout ce qui est géologie, mais aussi dans la technologie, notamment pour la fabrication des verres, du quartz, du ciment, de l'argile, le zircon, ZrSiO4, silicate de zirconium, qui est une imitation du diamant. Et donc, regardons un tout petit peu en quoi consistent ces silicates. Alors, pour parler des silicates, il faut parler d'abord du tétraèdre silicate, qui est donc un silicium ici, comme on l'a dit tout à l'heure, 4+, entouré de 4 atomes d'oxygène, O2-, SiO4. Comme on avait vu tout à l'heure que le quartz était SiO2, évidemment ici on est chargé 4 fois négativement pour SiO4.
il ne va pas être tout seul, ce silicate, on va ou bien le connecter à d'autres atomes, ou bien les connecter entre eux. Dans le cas du quartz, SiO2, et là j'ai emprunté une figure de cette référence, eh bien vous allez avoir un de ces tétraèdres, on le voit bien ici, hein, vous allez avoir ici un tétraèdre, comme ceci, avec vue par-dessous là-bas, 4 faces, et un silicium 4+ au centre. Eh bien chaque oxygène va se retrouver sur un autre tétraèdre qui est ici, et ainsi de suite, et vous allez former ainsi un réseau interconnecté, et comme chaque oxygène est partagé par 2 tétraèdres, eh bien vous arrivez à la structure qui est SiO2, qui est bien sûr est non chargé. Et ça sera un matériau cristallin, pas forcément monocristallin, mais enfin, tout à l'heure, le piezo était fait, pour le diapason, était un matériau monocristallin. On fait un grand monocristal par un procédé dit de croissance hydrothermale. On coupe des tranches, on attaque avec de l'acide fluorhydrique, et on fait ces petits diapasons. Il faut bien sûr l'étalonner en fréquence. Donc, le quartz, l'embêtant du quartz, d'abord faire monocristal, c'est assez coûteux. Et si vous faites un échantillon polycristallin de silice, donc de quartz, eh bien vous aurez plein de diffusion sur les joints de grains, ce qui est assez embêtant quand même si vous voulez faire une fenêtre. Alors, il y a très longtemps, déjà au temps des Égyptiens, les verres avaient été découverts. Et le verre, c'est bien sûr de la silice, SiO2, mais auquel on ajoute certains éléments qui vont d'une part abaisser le point de fusion, tels que l'oxyde de sodium, l'oxyde de potassium, de l'HO, CaO, qui va faire un réseau dans lequel il y a des liaisons pendantes. Il va manquer certaines liaisons dans le réseau, comme ici, et ça va en même temps aussi augmenter la viscosité de ce matériau, ce qui fait que lorsque l'on part de l'état fondu, peut-être 600, 700, 800 degrés, et que vous allez abaisser la température, ce matériau ne va pas cristalliser, vous allez garder la structure amorphe du liquide, et donc on aura une structure amorphe. Et qui dit amorphe, dit pas de joint de grain, pas de diffusion de la lumière, ce qui est bien pratique puisqu'on a une fenêtre qui n'a pas d'ordre à longue distance et qui n'a pas de grain et qui ne diffusera pas la lumière, et donc on sera parfaitement transparent. Mais les silicates jouent un rôle, et la silice en particulier, qui est très abondante sur Terre, joue un rôle très important dans pas mal d'applications, notamment dans l'argile, pour la fabrication, par exemple, il y a plus de 2000 ans, des terracottas, des soldats terracotta qu'il y a à Xi'an. Ici, vous avez une photo d'une argile qui a été cuite il y a à peu près 2000 ans, qui a été ensuite enfouie sous la terre pendant plusieurs siècles et qui a été redécouverte au siècle passé. Et donc, de l'argile, c'est essentiellement un mélange de silice, d'alumine, et puis bien sûr, il y a de l'eau qui vont faire que vous avez une structure qui a à peu près cette allure-là. L'eau va s'intercaler entre des feuillets qui permettent donc de préparer, de façonner de l'argile lorsqu'elle n'est pas cuite. Et puis une fois que vous allez la cuire, vous allez enlever l'eau, rigidifier la structure et conserver ainsi, par exemple, des pots ou des statuettes. La silice intervient aussi de manière très importante dans le ciment, utilisé par exemple pour faire le toit pour faire le plancher, en fait, les dalles du Rolex Learning Center à l'EPFL. Il a fallu d'ailleurs couler ce béton rapidement puisqu'il y avait des pans, des courbes, et donc si vous voulez éviter que le béton ne coule lorsqu'il n'a pas encore pris, eh bien, puis que vous ayez une épaisseur de béton qui ne soit pas la même partout, il a fallu faire appel à des ingénieurs qui ont préparé un ciment tout à fait particulier. Mais il y a des réactions très complexes dans le ciment, mais la plus importante, c'est lorsque vous prenez le ciment, c'est essentiellement un mélange d'oxyde de calcium, donc de l'HO, de silice, SiO2, d'oxyde de fer. Ici, la principale réaction, c'est avec de l'HO et de la silice, avec de l'eau, vous allez former une nouvelle structure qui va correspondre à la prise du béton, former des nouveaux cristaux qui vont se former et qui vont permettre de lier le gravier. On met environ 10% de ciment pour 90% de gravier et de pierre, et matériau qui est le plus utilisé par l'homme. On utilise autant de ciment
que d'acier, mais évidemment avec un facteur 3 dans la densité, ça veut dire que les volumes de ciment sont gigantesques. Et puis bien sûr le béton, on a un facteur encore 10 par rapport à l'acier et au ciment. Pour donner des ordres de grandeur, c'est environ 200 kg d'acier ou de ciment par personne et par année sur Terre qui sont produites, et puis c'est environ 2 mètres cubes plutôt de béton qui sont coulés par année et par habitant sur Terre. C'est donc des quantités très importantes et des réactions qui font toujours l'objet de travaux pour, par exemple, essayer d'alléger ces bétons pour faire des structures plus légères et les rendre aussi plus résistantes à la traction, puisque c'est une des propriétés, on le verra plus tard, le béton est assez résistant en compression, mais pas tellement en traction. Bien, dans la nature, on a vu, la plupart des matériaux sont des céramiques, mais bien sûr, il y a aussi des polymères qui existent à l'état naturel, puisqu'effectivement, on peut dire que notamment le bois, toutes les plantes, c'est constitué de lignine, de cellulose, il y a aussi de l'amidon, tout ça c'est des longues chaînes de carbone. Nous-mêmes, on pourrait dire qu'on est une espèce de polymère, quelque part, puisqu'il y a du collagène, il y a des élastomères, etc. Il y a des longues chaînes DNA. Mais c'est au fond que depuis le XXe siècle, début du XXe siècle, quand il y a eu le développement de l'énergie, des énergies fossiles et de l'utilisation du pétrole, qu'on a vraiment commencé à faire des polymères de synthèse. Et comme premier exemple, on va parler du polyéthylène, car c'est un des plastiques, un des polymères qu'on rencontre le plus souvent, principalement parce qu'il n'est pas très cher. Donc là, on a un exemple où c'est en fait des petits granules de polyéthylène qui ont été colorés en bleu, qui vont être utilisés après pour faire du moulage par injection. Donc on les met, on fond le polymère et on l'injecte dans un moule pour créer des pièces à un coût vraiment bon marché. Ce polyéthylène, on le retrouve aussi sous des formes comme celle-là. En vert, cette fois. En vert. Il n'a pas changé de couleur. Non, ce n'est pas dû au procédé qui change de couleur. Ou aussi, pour tout ce qui est sachet en plastique, très souvent, c'est du polyéthylène. Pas c'est bon marché. Alors, le polyéthylène, on le verra tout à l'heure au cours, c'est donc des longues chaînes de carbone. Dans le cas du polyéthylène, c'est un des polymères les plus simples, puisque cette longue chaîne de carbone, chaque atome de carbone est entouré de 2 hydrogènes et ça va former une espèce d'immense structure. Alors on peut régler suivant les conditions de fabrication, les chimistes savent très bien faire ça. On peut faire des polymères, des polyéthylènes qui sont très très longs, où chaque chaîne est très très longue ou plutôt courte. Ici c'est un polyéthylène à haute densité, c'est-à-dire que chaque chaîne est extrêmement longue. Et un autre exemple qu'on a ici, qu'on rencontre assez souvent, c'est le téflon, qui lui, en fait, à peu près, si on veut, la même structure que le polyéthylène, sauf qu'à la place des atomes d'hydrogène, on aura des atomes de fluor, et qui est très intéressant pour ses propriétés, parce qu'il a un coefficient de frottement qui est vraiment très faible. Donc on l'utilise pour les poêles anti-adhésives, typiquement, mais aussi pour les paliers qui doivent fonctionner à sec, c'est-à-dire sans lubrifiant. Tout à fait. Et là, un polymère un tout petit peu plus compliqué, ce qu'on appelle du PMMA, du polyméthacrylate de méthyle, j'ai trop la peine à le dire, qui est, on le voit, il est même usiné, il y a des pas de vis, etc. On peut l'utiliser, mais on l'utilise surtout parce qu'il est très transparent, en fait parce qu'il est amorphe, contrairement à certains qui sont translucides, parce que là ils sont partiellement cristallins, partiellement amorphes. Là il est tellement complexe qu'il est amorphe, donc du coup il se comporte un peu comme un verre. Et en fait il a été développé pendant la Seconde Guerre mondiale pour remplacer le verre dans les cockpits d'avions, pour pas qu'il y ait des éclats de verre. Et actuellement on utilise beaucoup ce matériau, à part les constructions, pour par exemple les pare-brises de moto ou bien pour les protections autour des patinoires. C'est un matériau qui a des propriétés optiques très intéressantes, un peu comme le verre. Oui, tout en étant moins fragile. Tout en étant moins fragile que le verre, absolument. Donc, on va avoir les polymères, en fait, au sein des polymères, on différencie 3 classes principales. Donc on a les thermoplastiques d'abord, qui sont ce qu'on rencontre souvent, donc tous les exemples qu'on a montrés là. On a aussi les thermodurcis, qui eux sont plutôt, comme exemple, on pourrait donner les cols à 2 composants qu'on mélange ensuite par réaction chimique qui vont polymériser. Et la 3e classe, c'est les élastomères, comme le caoutchouc ou comme ce ballon gonflable, qui sont très élastiques. Qui sont très élastiques. Et on verra
puisqu'on va maintenant retourner au cours, on verra la structure de ces élastomères thermodurcis et thermoplastiques. Avant de parler de polymères, nous devons parler de liaisons covalentes. Alors qu'est-ce qu'une liaison covalente? Bien évidemment, lorsque vous approchez deux éléments de même nature, deux atomes de même nature, ici on a pris le plus simple, l'hydrogène, qui a juste un électron sur la couche, sur l'orbital 1s. Lorsque vous les approchez l'un de l'autre, il n'y a pas de raison que un des atomes, puisqu'ils sont équivalents, un des atomes cède un électron à l'autre, ou réciproquement, donc ils vont essayer de mettre en commun leurs électrons. On parlera alors de liaison covalente. Alors, en général, quand on va les rapprocher, il va se former une molécule qui sera H2, avec, si on prend l'état 1s, qui est représenté ici en énergie sur une échelle, lorsqu'on va les approcher l'un de l'autre, il va y avoir ce qu'on appelle un état liant et un état anti-liant. Ce sont des notions qui ne sont vraiment pas simples, puisqu'elles font appel à la mécanique quantique et qu'il faut prendre les orbitales de l'un et de l'autre pour pouvoir calculer ces états liants et antiliants. Mais on va faire un raccourci et puis juste voir un tout petit peu à quoi ça correspond. Eh bien, imaginez que vous ayez en fait l'électron d'un des atomes d'hydrogène qui est représenté par cette fonction. Là, ça serait un truc une représentation à une dimension d'espace, x par exemple. Si les deux atomes sont suffisamment éloignés les uns des autres, eh bien les deux, ce qu'on appelle fonctions d'onde, c'est représentation de comment l'électron tourne autour de l'atome, est représentée par cette fonction où la densité de probabilité de trouver cet électron, c'est en fait représentée par cette fonction d'onde au carré. L'interaction des deux, elle est encore très faible puisque les deux sont éloignés l'un de l'autre. Alors quand vous avez deux fonctions comme ça qui représentent les deux électrons des deux atomes d'hydrogène relativement éloignés, eh bien, vous n'avez pas trop de soucis, ça fait deux atomes qui sont isolés. Mais en fait, on peut combiner les orbitales, c'est-à-dire dire, je vais prendre la fonction psi a plus psi b, qui sera cette fonction ici, et puis la fonction psi a moins psi b, qui est cette fonction en rouge. Comme ce qu'on appelle la probabilité de trouver les électrons est donnée par le carré de la fonction d'onde, bon, c'est des fonctions d'onde qui sont complexes, et donc ça sera le module au carré, eh bien vous allez avoir ici la fonction psi a moins psi b au carré ou psi a plus psi b au carré sont assez équivalentes, on le voit. Si maintenant je rapproche un peu les atomes l'un de l'autre, eh bien on voit que l'interaction devient plus importante, et à un certain moment, eh bien on constate que la fonction psi a plus psi b au carré devient de plus en plus intense ici au centre de la position des deux atomes, je rappelle, ils seront là cette fois, alors que psi a moins psi b, la probabilité de trouver les électrons est quasiment nulle au centre. Et enfin, voilà, ici on aura presque une seule fonction qui sera donc la fonction liante, si vous voulez, des atomes, c'est-à-dire que les deux électrons vont se mettre ensemble pour assurer cette liaison entre deux ions positifs H+, situés de part et d'autre, alors que la fonction antiliante, fait que vous n'avez aucune chance quasiment de trouver l'électron ici. Et donc ça sera un niveau excité. C'est une approche très simpliste, mais qui vaut ce qu'elle vaut, qui permet un tout petit peu de comprendre ce que c'est que d'approcher des orbitales. Avant de parler aussi des polymères, donc on a vu qu'une liaison covalente, eh bien c'est simplement deux atomes de même nature que l'on approche, qui vont faire une liaison en état liant, en état antiliant. Si je mets beaucoup d'atomes, eh bien évidemment la fonction de covalence va commencer à se distribuer. Après on aura affaire ou à un isolant ou à un métal, suivant comment les états vont se superposer. Mais avant de pouvoir aborder les polymères, il faut qu'on parle encore d'une notion qui est aussi assez compliquée, qui est ce qu'on appelle l'hybridation des orbitales de l'atome de carbone, puisqu'on sait que les polymères, c'est essentiellement des longues chaînes carbonées. Alors le carbone, je vous rappelle, c'est le numéro 6 dans la table périodique, donc il a 2 électrons sur la couche 1s, 2 électrons sur la couche 2s et 2 électrons sur la couche 2p. Alors on pourrait se dire, bien, c'est très bien, donc il a plutôt tendance à être divalent, c'est-à-dire à céder les 2 électrons de la couche pas totalement remplie 2p.
Il se trouve que les 2s et les 2p, lorsqu'on met le carbone en présence d'autres éléments, elles sont très proches en énergie et elles vont quelque part se mélanger. Et pour ce faire, regardons cette petite animation que l'on peut trouver sur l'Internet. Ici, on a pris les 4 électrons qui sont sur des orbitales s ou p, donc les 2s et les 2p, que l'on met ensemble et on voit apparaître un état de mélange, un peu comme on a fait psi A plus psi B tout à l'heure, et psi A moins psi B. Ici, on va mélanger ces orbitales du carbone pour faire ce qu'on appelle une hybridation sp3. Donc on va prendre 1s et 3p pour faire quelque chose de très symétrique, vous voyez, avec 4 lobes qui sont distribués sur un tétraèdre. Mais dans certains cas, le carbone n'a pas envie de faire une hybridation sp3 parce qu'il n'a peut-être pas assez d'atomes à disposition autour de lui et va faire ce qu'on appelle une hybridation sp2 que nous allons voir sous cette petite animation. Dans ce cas-là, on va prendre 2 orbitales p et l'orbital s pour pouvoir finalement disposer de 3 électrons qui vont se mettre en commun avec des voisins, puis il reste un électron qui va essayer de faire une liaison supplémentaire avec le voisin, une liaison de type P. Ces deux types de liaisons, sp3, sp2, vont vraiment être la clé de la structure des polymères, mais la clé de structure aussi de tous les organismes vivants que nous sommes. Donc, voyons des états relativement simples pour commencer dans la structure des polymères. Vous avez tout d'abord le cas le plus simple, c'est peut-être le méthane, donc CH4, qui est donc un gaz qui est composé d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. Le carbone, qui est tétravalent, est très content d'avoir 4 hydrogènes comme voisins, donc il va faire des liaisons simples avec les voisins. Et ces liaisons simples vont faire qu'au fond, les 4 électrons des couches 2s et 2p qui ont été hybridés, sp3, vont pouvoir se mettre avec l'électron de l'hydrogène pour les mettre en commun. Et donc, vous pouvez voir cette liaison comme, au fond, finalement, une probabilité de trouver chaque fois 2 électrons qui assurent une liaison covalente entre le C et les hydrogènes voisins. Si vous prenez maintenant l'éthylène, C2H4, bien vous avez le carbone qui est là, qui peut faire des liaisons avec H et H, de même pour l'autre côté, mais au fond, s'il veut être tétravalent, il faut qu'il fasse 2 liaisons, ici, et donc là, on a une hybridation sp2 avec des angles de 120 degrés qui sont caractéristiques d'un hexagone. Donc en général, là vous aurez, on peut le voir comme ayant au fond 2 électrons, même si c'est une vision un peu simpliste, qui sont sur liaison, et ici 4 électrons, 2 par ces doubles liaisons, qui vont assurer la cohésion de cette molécule. C'est aussi un gaz. Mais la même type d'hybridation va se retrouver dans le matériau pur ou bien dans le graphite, c'est-à-dire qu'ici vous allez retrouver les 60 et 120 degrés tout à l'heure sous forme d'un réseau hexagonal du graphite et avec ici des liaisons donc de nature sp2, hein, comme ici. Ici on était sp3. Et les liaisons entre les couches de graphite, entre celle-ci, puis la couche suivante, est assez faible, puisque les liaisons fortes sont représentées essentiellement dans le plan hexagonal, le plan basal. Ce qui fait que vous savez très bien que le graphite est assez friable, il est très résistant mécaniquement dans le plan basal, mais il est très friable dans la direction perpendiculaire. Raison pour laquelle, d'ailleurs, des physiciens ont réussi à isoler une monocouche de graphite dans le plan basal qu'on appelle graphène, qui ont des propriétés mécaniques absolument éblouissantes. Le diamant, lui, est typiquement sp3, puisqu'on va reconnaître ici la liaison. Alors, il est peut-être un petit peu difficile à voir, mais je les ai mis en noir plus foncé, enfin en gris plus foncé, pour voir cette liaison sous forme des 4 voisins. Ça forme de nouveau un tétraèdre que vous pouvez voir comme ceci. Voilà, avec là-bas derrière. Et donc, vous avez un atome de carbone qui est ici, avec 1, 2, 3, 4 atomes qui sont sur un tétraèdre. Et donc, le diamant est hybridé sp3 avec, bien sûr,
des propriétés mécaniques assez exceptionnelles, aussi des propriétés thermiques exceptionnelles. C'est un très bon conducteur de la chaleur, mais par contre un isolant électrique, alors que le graphite est un conducteur électrique et un nettement moins bon conducteur de la chaleur que le diamant. Avec ces notions d'hybridation du carbone, sp3, donc le carbone est tétravalent et il partage ses 4 électrons de manière très symétrique avec 4 voisins, ou sp2, il est toujours tétravalent, mais il fait une double liaison. Eh bien, on va pouvoir expliquer un peu ces longues chaînes que sont les polymères. Et pour commencer, on va commencer par un polymère naturel qui est la cellulose. Pour expliquer la cellulose, il faut partir d'abord du glucose, c'est-à-dire une molécule qui est C6H12O6. Alors vous reconnaissez un peu la structure ici, on va voir une espèce d'hexagone comme ceci, et dans lequel il y a un des atomes, n'est pas du carbone, mais est de l'oxygène. Alors vous pouvez constater ici que chacun des carbones qui constituent ces C6H12O6, vous voyez les 6 carbones en gris, les 6 oxygènes en bleu et les 12 hydrogènes en rouge, dessinés plus petits également, eh bien, chaque carbone a une hybridation sp3. Pourquoi? Parce que ce carbone-là est lié à l'oxygène, qui aime bien partager 2 électrons, donc il en partage un ici et un là-bas. Et puis le carbone qui est tétravalent, il a 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. 1, 2, 3 et 4 avec le petit hydrogène qui est derrière, et ainsi de suite. Donc tous les carbones ici ont des liaisons de type sp3. Vous pouvez vérifier que chaque fois, ils ont 4 liaisons qui partent de cet atome, parfois avec l'atome qui est derrière ici ou légèrement de côté. Donc, dans cette molécule de glucose, qu'est-ce qu'il se passe si j'approche 2 molécules de glucose l'une de l'autre? Eh bien, en prenant 2 molécules de glucose, qu'il a suffi de répéter ici, eh bien, on peut enlever un ion OH-, alors je le remonte, vous avez celui-ci là, OH, donc qui est forcément négatif, puisque O est 2-, puis H est plus, donc OH-, qui va s'en aller, ici, de même manière que le petit H qui était ici va s'en aller pour devenir H+, ici. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez H+ et OH-? Vous faites une molécule d'eau, et en même temps, cette liaison pendante va venir se greffer sur celle-ci pour former une dimolécule de glucose, donc 2 molécules appondues cette fois par cette liaison ici, et vous avez libération d'une molécule d'eau, c'est ce qu'on appelle une polycondensation. Vous pouvez répéter bien sûr le processus. Si je mets cette molécule composée de 2 glucoses avec 2 glucoses, cette fois vous avez 4 glucoses avec libération de 3 molécules d'eau, et si je répète le processus, ici j'ai 8 molécules d'eau avec libération, 8 molécules de glucose avec libération de 7 molécules d'eau. Et donc là vous avez l'amorce ici d'une chaîne polymérique qui est la cellulose, qui compose à peu près 50% de toute la matière organique que nous connaissons sur Terre. Il est intéressant d'ailleurs de penser que la cellulose, nous, êtres humains, nous n'arrivons pas à la digérer par nos enzymes pour la casser, pour pouvoir profiter de ces sucres et nous donner de l'énergie, ce que font les ruminants, alors que nous avons des dispositions pour digérer l'amidon, qui n'est pas très loin de la cellulose, mais où simplement les molécules de base du glucose se regroupent un tout petit peu différemment. Donc vous voyez que ces chimies de polymères sont extrêmement subtiles, puisqu'elles interfèrent directement avec la vie. Mais bien sûr, tous les polymères ne se font pas forcément par polycondensation, on peut les faire aussi autrement. On peut notamment les faire à partir de molécules qui ont une double liaison, comme ici l'éthylène, qui est donc, on l'avait vu tout à l'heure, C2H4, qui est hybridé sp2, sp2, avec ces doubles liaisons. Si maintenant vous approchez ces 2 molécules l'une de l'autre, eh bien, il y a un intérêt à lier ces 2 carbones, comme ceci, en ouvrant un peu la structure. Et à ce moment-là, on n'est pas vraiment du sp3. Pourquoi? Parce qu'effectivement,
celui-ci, il a 1, 2, 3, 4 liaisons, mais celui-ci n'en a pas tout à fait 4. 1, 2, 3 et quelque chose. Donc en fait, ici on a le début d'une amorce de polymérisation qui n'est pas tout à fait complétée pour avoir une liaison sp3. C'est pour ça que j'ai mis des liaisons un tout petit peu plus fines ici. C'est le début, par exemple, de la molécule de benzène. Le benzène, qui est C6H6. Donc vous mettez 6 carbones comme ceci, qui sont liés, avec des hydrogènes qui sont ici. Et en fait, si je prends le carbone ici, il faut des liaisons doubles. Si je mets une liaison double ici, ben, du coup c'est satisfait ici. La liaison double serait là, la liaison double serait là. Mais qu'est-ce qui m'a fait choisir cette première liaison pour faire que tous les carbones sont tétravalents? J'aurais pu choisir l'autre. En fait, il faut voir cette molécule comme, au fond, il y aurait 1,5 électron, si on peut dire, fois 2 sur chacune de ces liaisons, donc 3 électrons. En fait, l'ensemble, c'est ce qu'on appelle les états résonants, et c'est la raison pour laquelle souvent les chimistes vont, aussi pour simplifier aussi l'écriture des molécules, ils vont mettre simplement comme ceci, pour dire que les électrons circulent un peu sur cet anneau benzénique, avec des carbones à chaque sommet et des hydrogènes ou d'autres molécules qui s'appondent. Donc si on répète ce processus, à ce moment-là, et que je fais une très longue chaîne, à ce moment-là, là on a vraiment des liaisons sp3, puisque chaque carbone est chaque fois lié, si je prends celui-ci là, il est lié à 1, 2, 3 et 4 carbones voisins, et ainsi de suite. Et donc on a une chaîne où chaque fois, il y a bien sûr un ordre tétraédrique, c'est-à-dire que vous allez avoir le tétraèdre qui serait ici, là, là et là-bas derrière. Et pour assurer ça, vous pouvez faire des rotations, bien évidemment. Alors certaines fois, l'hydrogène va se repousser, mais ça permet de faire des rotations un petit peu comme un fil de fer qui veut tourner selon certains axes. Et donc vous avez une très longue chaîne de polyéthylène, cette fois, qui a passé donc de l'éthylène sp2, hybridation sp2, à ici une hybridation sp3. La longueur de la chaîne de polymère, qui n'est pas forcément rectiligne, elle est repliée sur elle-même, bien évidemment, et les propriétés, on le verra, mécaniques d'un tel polymère sont liées très fortement à comment les chaînes peuvent tourner les unes par rapport aux autres. Eh bien, ces chaînes peuvent être extrêmement grandes. Alors, on va parler de la masse molaire d'un polymère. Eh bien, sa masse molaire, c'est le nombre de monomères. On appellera monomère le motif de base. Ici, c'est C2H4. Je l'ai entouré par des traitillés. Combien de C2H4 on met côte à côte? On a appendu. Le C étant 12 grammes par mol, donc on aura 24, plus 4 pour l'hydrogène, donc on aura 28 grammes par mol. Et certains polyéthylènes peuvent atteindre la tonne par mol, donc 1 million de grammes, donc vous aurez plusieurs centaines de milliers de monomères appendus, et si ces distances font quelques angstroms, eh bien vous arrivez à des chaînes qui peuvent atteindre le micron, à peu près le micron. Donc la masse molaire d'un polymère, c'est le nombre de monomères fois la masse du monomère, et puis on parlera de degré de polymérisation pour dire que combien de monomères on a réussi à pondre en moyenne. Bien sûr qu'il y a une fluctuation par le procédé même de polymérisation. Il y aurait bien sûr encore beaucoup de choses à dire sur les polymères. Certains polymères sont linéaires, c'est-à-dire ils sont composés d'une longue chaîne, on peut le voir un peu comme un spaghetti, qui peut un peu tourner sur lui-même, mais le long du spaghetti, c'est des liaisons très fortes entre les carbones, une fois qu'on l'a déplié. Et si je faisais un zoom sur la structure le long de cette chaîne, eh bien vous retrouvez vos atomes de carbone avec les hydrogènes qui sont à côté. On peut faire des polymères qui sont branchés, c'est-à-dire que tout d'un coup, à partir d'une liaison, au lieu d'avoir ici un hydrogène, j'ai remplacé l'hydrogène par un carbone qui est de nouveau lié à deux hydrogènes ici et ici, qui va se relier à du carbone et qui ici va faire une nouvelle chaîne, alors qu'on avait une chaîne antérieure ici. Donc on parlera cette fois de polymère branché. En général, en bout de chaîne, on a vu tout à l'heure qu'effectivement en bout de chaîne, il faudra bien assurer ou bien par une liaison plus importante
ou bien alors mettre encore un autre hydrogène, puis là on aura effectivement une liaison sp3. Très important pour les polymères, la notion de réticulation. C'est un peu différent de cette situation-là, c'est-à-dire que vous aviez une chaîne polymérique ici, une autre chaîne polymérique là, et vous décidez de les lier par des procédés de réticulation. Par exemple, pour les pneus, c'est un petit peu l'analogue, mais on le fait par du soufre, où on va faire une vulcanisation du caoutchouc en assurant certains ponts de soufre entre différentes molécules. Donc ici, vous appondez deux chaînes, celle-ci qui était ici, celle-ci qui était là, vous les appontez, si je puis dire, en enlevant chaque fois un atome d'hydrogène et en les liant ainsi. Et donc vous commencez à former une espèce de réseau, et le nombre de réticulations, par exemple ici avec une autre chaîne, ou bien ici avec encore une autre chaîne, va déterminer de manière assez importante les propriétés de ce polymère. Donc les niveaux d'interaction entre les chaînes et le niveau de réticulation sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, très importants d'une part pour les propriétés, mais aussi pour le recyclage des polymères. Voyons un tout petit peu les différentes classes que l'on trouve de polymères. Tout d'abord, vous avez les thermoplastiques. Alors les thermoplastiques, qui sont moulés à chaud et ensuite utilisés souvent à froid, par exemple le polyéthylène, ils sont en principe recyclables, on peut les remettre en solution, on peut obtenir notre molécule, notre longue molécule de manière plus ou moins indépendante, la remettre avec d'autres, et donc parmi ces grandes classes, vous en avez énormément qui sont dans la vie courante, le PVC, le polypropylène. Alors souvent, si vous regardez sur les objets de la vie courante, vous pouvez regarder, vous avez des abréviations souvent dessous, sur un Tupperware, sous une assiette en plastique, vous aurez des inscriptions telles que PP pour polypropylène, polystyrène, etc. Polytétrafluoroéthylène, qu'on appelle aussi Teflon plus communément, qui a des propriétés très étonnantes pour des paliers secs, par exemple, avec très très peu de frottement. Des PET qu'on utilise beaucoup pour remplacer le verre ou l'aluminium pour les emballages de liquide. Il y a toute une zoologie que l'on ne va pas voir dans ce cours. Vous pouvez aller le consulter ou sur Wikipédia ou sur des sites consacrés aux polymères. Vous avez la description chimique de ces chaînes, de ces longues chaînes qui vont s'établir. Plus important est de remarquer les élastomères, deuxième catégorie. C'est un peu un polymère comme tout à l'heure, mais qui a des interactions très très faibles entre chaînes et qui va faire à peu près un atome sur 100 de la chaîne va être réticulé avec une autre chaîne. Donc on a une espèce de réseau tridimensionnel, mais relativement lâche, de ces molécules, qui fait que lorsqu'on tire dessus, elles peuvent s'allonger, et lorsqu'on relâche, les atomes reprennent leur position, vu qu'il y a peu d'interaction entre chaînes. Et donc, bien sûr, comme son nom l'indique, élastomère, élastique, on aura typiquement le caoutchouc, le néoprène, le silicone, le polyuréthane, etc., utilisés pour de nombreux des habits ou pour des dispositifs. Et enfin, les thermodurcissables, eh bien, c'est un élastomère, mais qui va être tellement réticulé qu'en fait, les chaînes polymériques sont tellement liées les unes aux autres qu'on peut voir l'ensemble comme une énorme molécule tridimensionnelle qui n'a pas d'invariance de translation, mais qui est liée, les atomes sont liés les uns aux autres et forment comme un espèce d'immense réseau. Et là, bien sûr, ça ne sera pas recyclable, et on peut faire cette opération de réticulation et de polymérisation ou bien à chaud, ou bien par des réactions chimiques, ou bien encore par des UV chez votre dentiste lorsqu'il vous remplace pour une carie avec un polymère thermodurcissable renforcé bien sûr par des petites particules de céramique pour vous permettre quand même d'avoir une certaine résistance à l'usure. Parmi celles-ci, donc, des cols époxy, des résines polyester, le bakélite, etc. À noter que les polymères, certains sont transparents, s'ils sont très amorphes, ils seront transparents, d'autres sont translucides ou vont commencer à diffuser la lumière lorsqu'ils seront partiellement cristallins ou lorsqu'ils auront des petits défauts, ce que nous aurons peut-être l'occasion de revoir un peu dans ce cours. C'était un cours très rapide qui survole l'ensemble de tous les matériaux. Vous pouvez bien imaginer qu'on n'a fait qu'effleurer. Mais ce qu'il faut retenir de ce cours, c'est que les métaux, la plupart sont
sous une forme cristalline et polycristalline, c'est-à-dire formée de milliards de grains, typiquement de peut-être 20 microns jusqu'à plusieurs millimètres, voire centimètres, voire la pièce entière, à ce moment-là, ça devient un monocristal. La plupart des métaux cristallisés sous une forme ou bien cubique face centrée, ou bien hexagonale compacte, ou bien cubique centrée. Il y a peu de structures cubiques simples, il y en a encore quelques autres, mais on ne les a pas énumérées. On peut avoir des solutions solides, c'est-à-dire que c'est comme le métal pur, mais avec de temps en temps un atome qui est dispersé là-dedans, ou on peut avoir des structures alors beaucoup plus complexes qui deviennent partiellement des intermétalliques. Les céramiques ont une liaison typiquement ionique, c'est-à-dire que les électrons sont plutôt localisés sur les atomes, avec un excès ou un manque d'électrons, et donc qui assurent une liaison finalement de type électrostatique. Elles ont des structures beaucoup plus complexes. La plupart, sous forme de monocristal, sont transparentes à la lumière, puisque les électrons sont bien localisés. On n'arrive pas tellement à les exciter par des UV, la lumière visible, excusez-moi. Et donc, c'est des matériaux, pour la plupart, transparentes. Comme je l'ai dit, ils peuvent être cristallins, mais si on les cristallise de manière rapide, on peut, pour les métaux, on peut faire des verres métalliques, donc qui seront à ce moment-là la structure quasiment du liquide. Puis pour des matériaux très complexes comme des céramiques, même parfois en refroidissant lentement, les atomes n'ont pas le temps de s'organiser sous une forme cristalline et vont avoir une forme amorphe, et c'est le cas notamment des verres que l'on connaît bien sûr dans la vie courante et qui est une très grande industrie florissante. Les polymères, on l'a vu, ils font intervenir essentiellement des liaisons convalentes. Ils sont beaucoup basés sur le fait que le carbone fait plutôt des liaisons donc tétravalentes. Donc il veut mettre en commun les 4 électrons que ces couches 2s et 2p. Il peut le faire via des hybridations sp3 ou sp2, ce qui va vraiment conditionner très fortement l'arrangement local de la molécule. On a vu qu'on pouvait bien sûr ouvrir certaines de ces doubles liaisons pour faire des liaisons simples sous forme d'une longue chaîne. On a vu aussi qu'on pouvait faire une polymérisation par polycondensation, c'est-à-dire qu'on va enlever, il y a libération d'une molécule d'eau lors de la liaison, avec libération l'une d'un ion H-, l'autre d'un ion H+. Et ce que nous avons vu, c'est que les trois classes les trois grandes classes de polymères sont les thermoplastiques, où il y a peu de réticulation, ce sont un ensemble de chaînes, les élastomères, une réticulation environ sur 100, et des interactions entre chaînes assez faibles, et puis les thermodurcis ou thermodurcissables, qui sont comme une espèce de très grande molécule. Bien, avec ces deux cours de structure des matériaux, nous allons maintenant pouvoir aborder les propriétés des matériaux, en commençant la prochaine fois par l'élasticité, c'est-à-dire la déformation réversible d'un matériau lorsqu'on tire dessus et qu'il revient à sa position de départ.